Ah. Nous sommes heureux de vous accueillir. L'association Grandir d'un monde à l'autre qui développe des projets culturels ainsi que le collectif TECAP. Nous tenions aussi à remercier la MDPH de nous accueillir dans ces lieux. Et puis nous tenions aussi à remercier le département qui a cofinancé cette soirée, cet événement, et puis ainsi que la CAF par ses projets autour de la parentalité. Voilà, c'est simple. Merci à vous d'être là. Et puis je vais passer la parole maintenant à Marie, qui va animer la soirée. Merci beaucoup. Pour les personnes qui sont en visio, on ne tentera pas le plus complexe de vous donner la parole, malheureusement, parce que vous êtes très nombreux. Et donc, on vous demandera, si vous avez des questions, de potentiellement les garder pour la fin et les écrire dans le chat. Voilà. Et donc, nous entendons donc Wendy et Christopher, Wendy Delcroix et Christopher Dereau en situation de handicap, et par exemple la petite Iliana qui a 16 mois, qu'on pourra tout à l'heure voir en visio, et donc Elodie, comme je disais, maman adoptive de Nathanaël, Avellino et Magdalena, qui sont toutes trois trisomiques, et coordinatrice de l'association Rien qu'un chromosome en plus. On l'entendra aussi, donc Karine Zamboto, qui est auteure avec Nicolas Demarais de Magnitude, un essai aux éditions D'un monde à l'autre, et maman de Maëlle et de Loane, qui est atteinte du syndrome de Prader-Willi. Je pense que la plupart d'entre vous, les gens qui sont en visio, pas forcément, mais les gens qui sont ici aujourd'hui, vous avez pu profiter de la journée qui était autour de la thématique de amour, sexe, parentalité, handicap ou pas, et donc autour des droits à la vie affective et sexuelle. Et forcément, on voit un lien avec la parentalité. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un peu, enfin en tout cas moi, en préparant, c'est une vigilance que j'ai essayé d'avoir et ma grille de lecture, mais je serais ravie de faire évoluer. Pour moi, il y a deux situations, c'est d'être parent quand on est en situation de handicap, et d'être parent d'une personne en situation de handicap. Et peut-être, on imagine beaucoup de différences, et peut-être en fait, s'il n'y en a pas autant, peut-être qu'on va trouver des points communs, plus de points communs que de différences. Voilà, et donc on va commencer par entendre, alors oui, tu les vois, Wendy, Christopher et Iliana, qu'on a vu fugitivement il y a 2 secondes. Depuis la Belgique, donc. La Belgique, oui. Voilà, bienvenue à tous les trois. Et donc je pense que vous pouvez réactiver votre son, ou quelqu'un peut le réactiver pour vous. Est-ce que vous nous entendez déjà? Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, et on vous entend, c'est magnifique. Bonsoir à tous les trois, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, oui, Emiliana, elle est très forte. Hein, Donc, peut-être on peut commencer par toi, Wendy. On a parlé un petit peu rapidement en préparant ce moment. Pour toi, être maman. Tu entends bien ça deux. Ah. Être maman, est-ce que tu as toujours eu envie? Et comment tu imaginais ça? Je ne l'imaginais pas tout de suite. Descends tout de suite maintenant, comme j'ai eu des applications avec la plan, je vais expliquer tout de suite. Ouais. Et du coup, j'étais contente d'être maman parce que c'était pas évident d'être maman. Oui. Et comme on dit, c'était bien d'être maman parce que pour une fois qu'on est maman, on essaye à tout d'être maman. Comme tous les mamans que je vois maintenant présents sont gentils avec tous les bébés et tout. Comme on dit, c'est pas être ça, mais c'est le fait que d'être première maman, on sait pas c'est quoi un bébé. Vous voyez, le système, tu la mets au monde, tu vois qu'elle pleure, il n'y a pas de bouton sur la bébé né, comme on dit. Mais à part ça, c'est pas dur. Voilà. Ok. Tu parlais de l'implant? Oui, l'implant, pourquoi? J'étais docteur Legrand dès le départ. Il m'a empêché d'avoir un enfant et fait 3 ans maintenant l'implant. Et j'ai décidé de le tirer pour ça. Il m'avait dit non. Il m'a dit on va te remettre à un autre. Il m'en a remis à un autre.
Et j'ai décidé de voir un autre médecin comme docteur Legrand, un autre gynécologue. Et Ouais. elle a décidé de le tirer et mettre la pilule. Et par après, ben, j'ai arrêté moi-même la pilule et elle est là, la pilule. Ouais. Ah, très bien. Et je suis contente. Donc oui, le fait de devoir demander et insister quelque part auprès du médecin pour qu'il retire l'implant, Pardon? tu as dû demander plusieurs fois au médecin qu'il retire l'implant. Oui, oui, en tout cas, oui. Ok. Parce Il y a eu qu'en fait, c'était un beau bordel. t'as eu d'autres difficultés dans ton projet, dans Non. votre À part projet à tous les deux? l'implant, Ok. Et c'est plutôt, qu'est-ce que tu as eu comme soutien dans ce projet? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas soutenants et d'autres qui étaient soutenants, je crois. Des personnes ou des structures, des associations. non. Il m'a soutenu à toi, la familiale Ouais. et les services qui tient la petite, en fait, comme ça, la familiale et Graziella. Oh non, c'est pas évident pour moi. Allez, papa. Voilà. C'est pas évident pour moi. Il m'a soutenu jusqu'au bout. Ou alors on m'en enlève la petite. Parce que je dis en visage à moi, à l'hôpital, que c'était pas évident que je gère ma petite. Ils disent avec 2 points, et papa avec 3 points. Et à part ça, non, maman. Et voilà. Bon, oui. Désolée. C'est pas une télé sympa, hein. C'est pas intéressant, hein. Ok. Et pour toi, Christopher, dans ton projet ton envie d'être papa, ça a eu quel impact sur vos relations avec ton entourage? Quel impact sur tes relations avec ton entourage? J'ai pas compris, désolé. Quel Parce que impact c'est là ça que a t'as eu? mis. Ouais. Quel impact ça a eu, le fait d'être papa, sur les relations avec ton entourage familial ou dans les accompagnants? Les relations. Moi, être papa, ben, c'était un rêve. Maintenant, j'ai une petite fille, bon, qui a bien bougé à toutes mes affaires. Mais ça a été un rêve d'avoir une petite fille. Par contre, avec l'entourage, c'était très compliqué parce qu'il y a eu des descente de police. Ma famille a essayé d'enlever mon enfant, a voulu lui retirer le droit, et donc de jalousie. Donc, il y a eu une descente de la police chez nous pour calmer les choses, quoi. Ouais. Donc ça, c'était déjà avant, c'était compliqué. Et même quand Iliana a été là, ça a été plus compliqué. Non, Il y a le eu un problème qu'il lien y a eu différent de avant-après? avec la police, quand il y a eu le problème, la petite était déjà là. Ouais, Quand la police a dû venir chez nous en urgence, elle était déjà là parce qu'on a subi, moi et ma compagne, des menaces. ouais. Donc des messages menaçants qui voulaient venir chez nous, voulaient venir chez nous en retourner une pour la petite. Donc les services derrière les ont entendus, les ont pas tolérés et nous ont amenés au poste de police le plus proche pour signaler, quoi. Ouais. Et tu dirais c'était beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Il n'y avait pas eu de signes aussi compliqués avant, quand vous aviez envie d'avoir un enfant, mais qu'elle n'était pas encore là. C'est vraiment le fait qu'elle Le soit plus qui, qu'elle existe. Enfin, le plus qui a été compliqué, c'était la grossesse parce qu'il fallait souvent ah être oui. derrière moi et avait beaucoup besoin de moi. Donc, Là, c'était plus compliqué pour toi, c'est ça? ouais, parce que madame a vidé le frigo, donc il fallait faire les courses moi tous les jours. Ah, bah oui, c'est un projet à deux. Et plus peut-être. Et dans ton quotidien maintenant, ça change quoi d'être papa? Ben, dans mon quotidien, je trouve que ça va trop vite parce que notre fille approche tout doucement de ses 2 ans. Donc, elle rentre bientôt à l'école dans un an. Donc, ça va beaucoup trop vite. Et les suivis, ben, ils essayent de nous préparer à tout ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager tous les deux aux personnes présentes aujourd'hui? Non, personnellement, non. En un mot peut-être pour chacun, chacun un mot pour résumer votre expérience d'être parent avec Iliana. J'ai pas compris. En un mot pour résumer, qu'est-ce que ça fait d'être parent d'Iliana? Ah, ça fait un bonheur. Ça fait un bonheur. Je suis contente et t'as des étoiles dans les yeux, en fait. Ça nous donne pas mal d'étoiles, ça, c'est vrai. Ok. Elle raconte, elle dit des mots qu'on ne sait pas dire. Elle dit des mots attends. Après, elle nous dit des mots que nous, on ne connaît pas, tu vois, et que nous, on répète même. Et elle répète après nous. Elle dit au revoir.
Oui, bah oui, ça grandit vite, elle apprend vite. Et c'est quand on apprend aussi que par des tests psychomoteurs, qu'elle est très avancée, c'est très touchant, quoi. Hmm. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de rester en ligne. On va recouper Oui, votre... oui, Et puis bah, les gens après peut-être voudront vous poser des questions. Merci beaucoup en tout cas. mais pas de souci. Toujours pas un enfant de moins de 2 ans. Élodie, peut-être, je rappelle, Élodie Bourdin, donc, est maman adoptive de, tu me diras hein, si je dis bien les prénoms, mais Nathanaël, Abelino et Magdalena. C'est bon, c'est bon. Et Là, donc, c'est long hein, pour les. oui, ça choisit à 3 syllabes à chaque fois. C'est très joli. Et coordinatrice de l'association, donc rien qu'un chromosome en plus, et cofondatrice, bien suivi. Donc, quand on a préparé cet échange, tu m'as tout de suite parlé de comment toi, tu accompagnais tes enfants dans les sujets de vie affective et sexuelle, et pas forcément de ta parentalité. Et donc, peut-être déjà, on peut effectivement commencer par ça. Comment tu les accompagnes, comment ça se passe chez toi avec tes enfants pour ces sujets-là. Alors, je trouve que c'est un sujet sur lequel on ne pense pas beaucoup avant qu'ils grandissent. Sauf que quand on fait une démarche d'adoption, en fait, on y fait penser avant. Donc, par la démarche d'adoption, surtout avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'adoption à particularité d'un enfant avec des besoins spécifiques, on nous accompagne et surtout on nous met face à des réalités, alors qui ne sont pas toujours modernes, qui sont beaucoup ancrées de ce qui se passait dans l'handicap mental il y a 40, 50 ans. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'évolution, mais on nous confronte déjà avant notre choix à pouvoir réfléchir à ça. Donc, il y avait moi eu cette première étape-là. C'était pas simple parce que j'allais devenir maman ou d'enfant, de bébé. Donc, c'est vrai que c'était un peu se confronter à l'adolescence avant de se confronter à l'arrivée. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'être passée par tout ça parce que ça m'a permis aujourd'hui, ils ont 11, 12 et 15 ans, d'avoir été un petit peu armés avant et de m'être posé ces questions-là. Donc, je trouve que c'est chouette en tant que parent de les accompagner à grandir. J'ai pas de nostalgie de quand ils étaient petits ou autre. Mais je trouve vraiment que l'importance pour moi, c'est de pouvoir faire équipe autour de mes enfants. Alors, pas parce que je suis une maman solo, mais parce que je trouve que les enfants, quand aujourd'hui ils ont un handicap, ils ont des éducateurs, des maîtresses, ils ont parfois un psychologue quand c'est possible au CESAD ou à l'IME ou ailleurs. Et on est une équipe autour d'eux, ils ont quand même des emplois du temps incroyables. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui à avoir un avis pour les accompagner. Et je trouve que de faire équipe, c'est vraiment important qu'on ait tous ce même langage. Alors, moi, ils sont tous les trois en CESAD ou en UE avec la DAPEI, donc je ne peux parler que de la DAPEI, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail depuis presque 8, 10 ans avec la DAPEI sur l'accompagnement de ce qu'on appelle la vie affective et la vie intime, qui avant était fait un petit peu au petit bonheur à la chance. On tombait sur un éducateur qui était à l'aise avec le sujet, bon, bah, c'était bon. Et puis on tombait avec un qui était avec moins à l'aise, voilà, on savait pas comment c'est faire. Aujourd'hui, la DAPE, ils ont vraiment mis en place tout un travail de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, d'un travail commun, en fait, qui évolue en fonction du besoin de l'âge des enfants. Et puis des adolescents et des adultes. Donc, il y a une chouette proposition et qui est aussi, au fur et à mesure, retravaillée avec nous lors des projets personnalisés, lors des équipes de suivi éducatif, pour savoir un peu où nos enfants en sont, savoir pourquoi il peut y avoir telle et telle question à un moment donné. Et, euh, et ça, c'est vraiment important pour moi de pouvoir faire équipe autour de mes enfants. Donc, il y a ce travail-là qui est important. Et puis après, il y a aussi quels parents souhaitent être auprès de nos enfants dans cette intimité-là. Et où moi, je me suis rajouté une étape de plus, c'est que les trois sont porteurs de trisomie 21. Donc, il y a une réaction affective, émotionnelle qui est assez similaire, et sur laquelle il faut être très présent pour verbaliser les choses avec des choses simples. Donc, il y a environ 5, 6 ans, mon aîné avait 10 ans, et je me suis dit, je vais chercher des livres qui parlent de la sexualité, qui parlent du corps. Donc, les premiers livres du corps où on enlève les scratchs, le poumon, les os, bon, ça, c'est bon, c'était passé, mais rapidement, bah,
On a le sexe qui grandit, on a des poils qui arrivent. Voilà. Bon, bah, ok, donc là, il faut que je trouve l'étape du dessus. Et là, j'ai vraiment galéré, même si j'avais deux, trois librairies où les équipes sont chouettes à Nantes pour pouvoir nous accompagner. Et ben, à chaque fin des livres, il y avait comment faire un bébé. Sauf que moi, c'était pas le sujet, en fait. Ce que je voulais, c'était accompagner mes enfants dans leur corps qui change, quelles réactions ils pouvaient avoir, euh, comment, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les autres et qu'est-ce qu'on pouvait faire tout seul. Tout ça, je voulais que ça puisse s'expliquer. Et rapidement, on m'a présenté le guide du vie sexuelle de Titeuf, que moi, personnellement, j'ai trouvé très chouette. Mais pour moi, en tant qu'adulte, j'ai trouvé très vulgaire pour mes enfants, en fait, parce que j'avais envie de leur transmettre dans mes mots. Et puis après, j'étais confrontée, comme je disais tout à l'heure, au livre où à la fin, bah, c'était comment on fait les bébés. Donc, j'ai recherché un peu dans le monde de l'autisme ce qui pouvait se faire. Et, euh, et je voulais aussi des dessins qui amènent à ce que ce soit pas forcément moi qui, qui donne les informations. Et j'ai trouvé, je pourrais vous les prêter tout à l'heure, j'ai trouvé une association qui est d'ailleurs qui est de France, je ne sais plus d'où ils sont, euh, qui ont fait trois livres, alors filles et garçons, sur euh, Tom va aux toilettes, qu'est-ce qu'il arrive à Tom quand aujourd'hui le corps il change, et surtout qu'est-ce qu'aime Tom, etc. Et les dessins, alors on aime ou pas l'illustration, voilà, mais les dessins sont assez clairs. Aujourd'hui, on voit la masturbation très clairement chez les garçons. Dans les autres livres, ça, on ne le voit pas. On voit aussi qu'il y a un liquide blanc. Alors après, chacun y met les mots qu'il veut, mais je trouve que les dessins, ils apportent vraiment quelque chose de très concret. Et avec la déficience mentale, je trouve que ça répond vraiment à nos enfants et à y mettre bah, les mots qu'il faut avec une image qui illustre, alors qui n'est pas forcément un pictogramme, mais un mot qui illustre bien les choses. Donc, moi, il m'a vraiment dit, alors là, je l'ai piqué dans la chambre de mon garçon tout à l'heure en partant, je dis, tu peux me le prêter? Pour la réunion ce soir, j'en ai besoin. Il me dit, ok, tu me les ramènes, oui, ok. Et ma fille qui vient d'avoir 12 ans, elle est réglée depuis cet été et je ne lui ai pas encore offert. Mais je trouve qu'à un moment donné, la maturité, faut qu'on sente un peu nos enfants. Là, on était prêts et là, voilà. Donc, il y a ça il y a un âge, et je pense que c'est pas un âge pis, c'est pas se dire à 12 ans ou à 15 ans ou à 10 ans, c'est en fonction de comment on ressent dans le corps, dans tout ça. Ils sont assez modernes hein, chez les filles. Alors, on parle pas encore de culottes de règles, mais on parle déjà de la COP, voilà, ils sont un peu modernisés, donc c'est pas que les serviettes hygiéniques, etc. Donc voilà, moi pour ma fille, on est passé aux culottes de règles et c'est magique, elle est autonome. En 2 mois, elle est autonome. Voilà. Donc, c'est des livres qui, je trouve, répondent vraiment. euh, voilà, on voit à un moment donné une image où il est dans une cour d'école ou dans la rue. Un garçon ou en fille, c'est la même chose. Et on le voit toucher son sexe et il y a une croix rouge dessus. Bon, bah, et derrière, on montre à la page suivante que ça, c'est possible, mais dans sa chambre. Mais que c'est pas possible. Donc, en fait, c'est assez concret et je trouve que ça répond bien à nos enfants avec déficience mentale. Merci. Euh, Tu disais à la fois de guetter chez l'enfant quand est-ce que c'est adapté, il n'y a pas de règle universelle, et aussi un peu de, quelque part, pas attendre que la question se pose, quoi. C'est à la fois pas forcément attendre que ce soit explicite, qu'il y ait un besoin, et en même temps pas non plus trop tôt, toi. Tu navigues ça un petit peu au quotidien avec les enfants? J'ai navigué, et puis en même temps, je me suis vraiment appuyée sur l'équipe de professionnels. Par exemple, mon petit dernier, il est encore en Ulysse aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'on attend une place en UE. Ben, il n'a pas cet accompagnement éducatif. Alors, il l'a un petit peu avec le CESAD, mais sur des temps éducatifs à l'école et pas sur le temps éducatif de cet accompagnement de la vie. Donc là, moi, j'ai demandé depuis janvier, il est accompagné par la psychologue du CESAD et ils en parlent et ils mettent des mots qui ne sont pas les mêmes que les miens et je pense que c'est important qu'ils n'entendent pas que mes mots à moi. Donc, et en fait, pour Abelino, c'est beaucoup plus tôt en âge que pour mon grand. Donc, c'est savoir s'adapter et en même temps demander à un moment donné de l'aide auprès des familles, ce qu'on appelle la péridance, un petit peu, demander à des parents qui vivent la même chose. Bah, toi, tu en as déjà parlé. Ah oui, je suis peut-être un peu à la bourre là-dessus, peut-être que je mette plus les mots. Et je pense que nos mots aussi évoluent en fonction de leur réaction et que parfois, il faut prendre les devants, comme tu disais.
Mm. Et aussi, ce que j'entends, c'est donc voilà, s'entourer de personnes et aussi d'outils pour pas que ce soit que un dialogue avec le parent et l'enfant quelque part, qui puissent accéder à des informations de leur côté parce que c'est aussi quelque part leur intimité. C'est un peu ça que tu dis. C'est ça, et puis c'est aussi, on pense jamais trop assez à ce qu'il soit lecteur ou pas lecteur. Moi, Magdalena, elle n'est pas du tout lectrice. Et ben heureusement qu'il y a des chouettes dessins et pas que des pictogrammes de chez Macaton parce que c'est pas toujours explicatif, les pictogrammes. Et là, d'avoir des dessins, ça répond vraiment à. Donc, ouais, c'était de trouver des images et des images concrètes et qui ne Ouais. sont pas des pictogrammes. Voilà. Donc, avoir des images comme ça, c'était chouette. Ouais, c'est une médiation. Ok. Tu parlais du processus d'adoption, qui avait été du coup voilà, très spécifique, très suivi, très encadré. Donc à la fois qui t'avait permis un peu de te plonger là-dedans, d'anticiper beaucoup, mais aussi peut-être voilà, d'être confronté à des questions qui étaient, enfin je ne sais pas comment tu as vécu ça, est-ce qu'il y a eu des choses aussi qui étaient au contraire peut-être pas soutenantes à ce moment-là? Alors, ça n'a pas du tout été soutenant. Ouais. En fait, se projeter solo ou en couple d'adoption avec d'aller vers un enfant à particularité, déjà, on rentre pas dans les cases. On rentre pas dans les cases parce qu'on est tout seul. On rentre pas dans les cases parce qu'on va vers un projet qui sort de l'ordinaire. Et en plus, on vient nous amener, ça a été surtout pour ma deuxième adoption, vous vous rendez pas compte si c'est une fille, il y aura une personne dans votre famille. Ben, en fait, non, ils seront sœurs et frères. Oui, mais pour de vrai, ils sont pas frères et sœurs. Bah, en fait, si, ils vont le devenir, en fait. Ils vont être élevés comme des frères et sœurs. Donc, ça a été vraiment lourd et j'ai un soutien des marraines de mes grands avec lesquels on a décortiqué un peu tout ça. Et heureusement, aujourd'hui, ça n'en fait pas écho avec les enfants qui grandissent. Mais ça a été vraiment quelque chose de plus difficile que d'accompagnant. Ouais. Ouais, parce que je pense qu'on a encore l'image, et c'est nommé avec beaucoup de vulgarité à mon goût, l'image des personnes trisomiques ou des personnes avec déficience mentale il y a 30 ou 40 ans, qui sautaient sur tout ce qui bouge, qui n'avaient pas de capacité à savoir comment rentrer en relation, qu'on ne pouvait pas en laisser avec des éducateurs qui étaient trop jeunes, qu'ils étaient. Il y a vraiment des mots que j'ai même du mal à verbaliser, mais Ouais. voilà, on avait cette image-là. Aujourd'hui, il y a un décalage dans le handicap en France. Même si ça n'a jamais avancé autant qu'on aimerait, aujourd'hui, une personne avec un handicap mental, elle commence plus l'orthophoniste à 15 ans parce qu'on ne la comprend pas. Elle commence à 3 mois pour positionner sa langue, pouvoir travailler alimentaire, etc. Donc, on n'est plus du tout sur le même type de personne. La société a quand même évolué. Donc là, je pense que c'est mon assistante sociale qui n'avait pas évolué. Et voilà. Donc c'est dur d'être confronté à ça avant même d'arriver à l'âge 2. Et même en même temps, aujourd'hui, je pense que ça m'a aidé, même si ça a été difficile il y a 15 ans. Et qu'est-ce que tu as envie de dire de ta parentalité à toi? C'est voilà, processus d'adoption à particularité. Est-ce que tu sens une parentalité atypique à particularité ou finalement une parentalité classique à ta façon à toi, mais Alors, une parentalité complètement classique. Je suis maman de 3 enfants extraordinaires, mais par choix. Moi, je me sens maman comme n'importe quelle de mes amies qui a d'autres enfants handicapés ou valides d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Ce qui diffère globalement dans la vie, hein, c'est qu'on met un peu le pied sur la pédale de frein. Et c'est pas mal dans la société actuelle d'aujourd'hui, c'est d'appuyer un peu là-dessus, c'est qui nous ramène à nous ramener à l'instant présent, à faire moins vite, à patienter, à mettre plus de mots, à verbaliser, et que je pense que c'est plutôt ouais. Après, c'est un vrai choix de ma part, donc il y a tout ce processus d'aller vers qui amène à ça. Donc, je trouve que ma parentalité, elle est la même que les autres. et est-ce que tu aurais des ressources à conseiller? Peut-être que toi, tu as déjà parlé des livres, peut-être aussi voilà, dans ton rôle toi de parent, mais aussi avec l'association, avec Enfants Besoin Plus. Tu parlais de la paire aidance tout à l'heure. Oui, alors on a deux choses importantes autour de l'intimité et de la sexualité. C'est avant tout, on fait des formations 3 fois par an pour nos familles avec des prix très réduits, voire gratuits, autour de l'handicap mental et de la trisomie 21. Et on en fait une tous les 2 ans sur le Macathon, par exemple, tous les ans sur d'autres thèmes. Et tous les 2 ans, on fait intervenir une sexologue qui est spécialisée
en handicap mental et en trisomie 21 et qui vient de Toulouse et qui va pouvoir accompagner les parents sur vraiment tout un travail, comment aller et comment laisser place aujourd'hui à ça. Alors, comme on a 100 familles sur le département avec 17 ethnies, 27 qui ont des handicaps associés à la trisomie 21, c'est très riche parce que chacun y voit avec ce qu'il est capable de donner, avec sa culture, parfois avec sa religion, et on se retrouve voilà, assez confronté à échanger. Donc c'est une longue journée de formation, mais derrière, il y a surtout, et c'est ça qui nous convient vraiment à l'après-midi avec Anne-Emmanuel, c'est qu'on se retrouve avec une base de données de choses qu'elle connaît et qui sont assez importantes, avec des vraies images, des vrais pictogrammes de rapports sexuels, de masturbation, de qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, la différence entre l'amitié et l'amour. Tout ça, c'est traité sous forme avec des dessins, avec des livres, mais aussi des livres pour nous faire avancer, nous, en tant que parents. Pas que nous faire avancer nos enfants avec une déficience mentale, mais nous faire aussi, nous, avancer dans notre parentalité avec ces mots-là. Donc ça, je trouve ça important. Et la deuxième chose que tu nommais, c'est la paire aidance qu'on met beaucoup en action au sein de notre association et qui va se mettre en place pour nos enfants qui grandissent. Donc il y a cette formation qui est proposée. Puis après, ça va être de l'aide une maman qui appelle, alors à partir de maintenant, je peux y répondre de façon plus concrète, mais une maman qui appelle, qui dit ah, alors c'est vrai que chez nous, on n'en a jamais parlé, chez nous, on cache, c'est parce que c'est que. Bon, ok, alors très bien, bah, on peut te proposer quelque chose et on peut te dire que ça fonctionne. On t'envoie la photo d'eux et à toi de le travailler à ta sauce et de pouvoir l'organiser avec tes spécificités de maman, avec votre famille, avec votre religion ou autre, mais d'avoir des, par exemple la culotte de règles, voilà. Et puis après, ça va être des mamans pour d'autres qui vont nous poser des questions en disant, bah, nous, on est hyper gênés là, on va chez des copains, il a toujours sa main dans son pantalon, bah, on sort plus. Alors non, on va pas prendre ça dans ce sens-là, on va trouver des solutions. Et comment? Et là, on va être très concret, on va parfois faire ce qu'on appelle, nous, le mail à solidarité au sein de l'association en interne. On va dire, est-ce que vous êtes beaucoup à être confrontés et à être gênés sur telle et telle situation? Si c'est le cas, nous, on cherche un intervenant et on le met en place au sein de l'association pour répondre à ça. Donc, on l'a mis en place. Alors, il y a des sujets sur lesquels c'est moins difficile pour les parents de rebondir, mais on va essayer entre nous de s'accompagner, de s'aider pour trouver les meilleures solutions pour que nos enfants soient le mieux accompagnés. Merci beaucoup, Élodie. Je propose qu'on entende un petit peu Karine en ligne, si elle est effectivement là avec nous. Bienvenue, Karine. Karine Jean-Coteau, qui est auteure, et je ne sais pas si elle se présente comme auteure, autrice, en tout cas avec Nicolas Desmarais de Magnitude. Donc, ce livre-là, vous voyez de loin, peut-être, aux éditions du coup d'un monde à l'autre. Et donc, maman de Maëlle et de Lohan. Donc, Lohan atteint du syndrome de Prader-Willi. Bonsoir, Karine. Merci d'être avec nous. Tu nous entends bien? Bonsoir. Bonsoir. Peut-être, pour commencer, si tu es d'accord, je te propose de lire j'ai sélectionné 2 passages du livre. Est-ce que tu es d'accord d'en lire un des 2? Celui que tu veux. C'était un des 2, ok. Je suis désolée parce que j'ai un peu couru ce soir, du coup, Oui. j'arrive, c'est un peu. Je lance dedans, directement. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est la lecture, autant l'écriture, ça a été un travail de longue haleine Ouais. et quelque chose qui m'a apporté. La lecture, c'est pas du tout mon domaine. Est-ce que tu es OK quand même? Ou est-ce que tu veux oui, je vais le Élodie faire. à côté de moi Ok, super. Merci beaucoup, Karine. Je vais le faire. Du coup, si tu me dis de choisir, tu avais choisi, sélectionné 2 Oui, c'est ça. Donc, il y avait textes. gestion de crise ou instant sensible. Voilà, c'est ça. Et ben comme ça, là, de but en blanc, je dirais, je vais choisir celui de la partie 8, instant sensible.
des jours, des mois, quelques années déjà, et notre exception est devenue notre familier. En dépit des regards extérieurs toujours prompts à nous rappeler notre différence. Et quand bien même la sensation d'urgence vitale prend de la distance, notre univers reste un monde émotionnel exacerbé. Au-delà des aléas, je laboure et j'ensemence mon terrain, intégrant minutieusement les graines recueillies aux côtés de cet enfant à la sensibilité particulière et au fonctionnement atypique. Confronté aux secousses, je garde une volonté tenace. J'affine mon écoute, j'ajuste mon aide pour répondre à ses besoins débordants, sans être envahi. Je contemple son évolution, telle la croissance d'un arbre aux fruits précieux. Là. Ça résonne. Donc, même si c'est de la prose, ça fait un effet poétique quand même. Donc, cet ouvrage, c'est un recueil de poésie. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de mettre des mots sur ton expérience? Je ne saurais pas dire ce qui a fait. Ce que je peux dire, c'est que c'est arrivé comme une évidence à un moment donné très difficile dans le parcours du vécu. Je venais de vivre un divorce, etc. Et je me suis retrouvée finalement face à moi-même. Et j'ai eu besoin de dessiner et d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire un peu, pas forcément sur les thèmes de Loane. Et puis un jour, c'est arrivé comme une deuxième évidence en disant ce serait bien d'écrire autour de ça quand même. Ce serait vraiment chouette. Voilà comment c'est arrivé. Donc, ce livre s'appelle Magnitude, en référence aux côtés d'un séisme et de ses répliques. C'est quoi pour toi le séisme? C'est quoi les répliques? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Alors, effectivement, contrairement à si je suis arrivée en cours, hein, je suis désolée, mais il me semble que la maman qui parlait juste avant, c'était un choix mûrement réfléchi, j'allais dire, enfin, en tout cas mûrement développé, intégré. Dans mon cas, c'était pas du tout une, même, même envisagé en fait. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. On peut dire presque ça comme ça. Quelque chose que je regrette aucunement aujourd'hui, soyons très clairs. C'est vraiment un chouette, une belle aventure, une très belle aventure humaine, hein, d'autant plus. Mais du coup, de ce fait, avec tout ce que je portais déjà à l'intérieur, c'est arrivé comme, comme un ouragan, quoi, enfin, comme quelque chose de dévastant. Et Qui a mis à plat quelque part toutes mes idées et toute mon idéologie de ce qu'était la parentalité, ce qu'était l'enfant, et puis ce qui a découvert aussi mes failles, euh, le fait que j'imaginais en être incapable, enfin, etc. Voilà. Et puis face à l'inconnu, c'était pas forcément simple pour moi. maintenant, maintenant que tu as traversé ça, même si voilà, tu as atteint un nouvel état, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris et qu'est-ce que tu as envie de transmettre de cette expérience, de ce vécu-là? J'ai bien aimé les mots de la maman d'avant. Ce sont des enfants qui nous obligent à vivre l'instant, quoi.
y a pas le. Et puis à se défaire de toutes nos, toute notre image de la société, de nous-mêmes. Je veux dire, il y a plein de choses à un moment donné, bon, ben, on s'en fiche, quoi. Bon, aller avec à l'école avec des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux et un short, bon, bah, finalement, un jour, on se dit, bon, ok, laisse tomber. Apparemment, de toute façon, c'est immuable, donc pour le moment, c'est comme ça. Et c'est des petites anecdotes, mais voilà. Et puis, on apprend à rentrer en lien différemment, Qu'est-ce que tu veux dire par là en lien avec qui et c'est quoi ce lien différent? en lien avec l'enfant. Ouais. On est obligé de rentrer dans son monde. Il n'y a pas le choix. C'est pas du, ça peut. Moi, j'ai la sensation d'avoir vécu une partie de mon enfance avec du sens unique, c'est-à-dire que c'est moi qui rentrais en relation avec ma maman notamment. Et là, en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, il n'y avait pas la possibilité. Donc, je suis rentrée en relation dans son monde encore. Voilà. Avec Ok. ça, voilà. C'est toi qui as bougé. C'est moi qui ai bougé, mais le fait de pouvoir être aussi de plus en plus moi et d'aller vers lui a permis de venir à moi, entre guillemets à moi, parce que c'est plus vaste que moi, mais d'agrandir son monde à lui. Oui. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme leçon ou comme apprentissage à d'autres Bon, parents, moi, futurs parents ou à tout le monde, aux professionnels? j'ai pas, bah, déjà, c'est pas les mêmes choses. Ce que je dirais aux professionnels et ce que je dirais aux parents, bien qu'il y ait des choses qui puissent se recouper. Parce que le professionnel, il est face à l'enfant et face aux parents. Il a deux relations, deux, oui, c'est ça, deux entités, deux personnes différentes avec qui discuter, avec qui échanger, avec qui rentrer en lien. Ça va pas être les mêmes mots, ça va pas être les mêmes choses qui vont être dites, c'est pas les mêmes préoccupations. Donc c'est jongler différemment encore. Pour les parents, j'ai rien à leur apprendre. Moi, je veux pas apprendre quoi que ce soit à personne. Je, moi, ce que j'ai appris dans cette aventure, c'est d'être de plus en plus euh, simple, de plus en plus moi, de plus en plus sensible à l'écoute. Quelque part, une maman et un enfant, il y a quelque chose qui se crée, une sorte d'alchimie qui fait que la maman rentre en connexion avec les besoins de l'enfant. Un des messages que enfin en tout cas que moi j'ai retenu de notre premier échange, c'était que tu parlais de l'importance de prendre soin de soi en tant que parent et de vraiment que toi, tu as eu un moment donné où tu as basculé là-dessus aussi, quoi. Tu dis, faut arrêter de donner, enfin, en tout cas, faut équilibre. Il y avait quelque chose comme ça pour toi? Ouais, c'est-à-dire que plus, plus moi, je me suis rendu compte que plus je prenais soin de moi, plus j'allais vers le vrai moi, plus j'arrivais à ressentir les besoins de mon enfant et à être juste et avoir de moins de projections possibles parce que j'avais plus mon bagage à moi. Et j'avais de la ressource et de l'énergie aussi parce qu'à un moment donné, faut pas se leurrer, c'est quand même, même si on ralentit, c'est être face à parfois à un mur, être face à bah, dire des choses qui en face vont être reçues dans un système rigide.
bah, des fois, on se confronte à ça et et c'est douloureux pour en face et pour nous-mêmes, du coup. Donc, c'est apprendre à être de plus en plus délicat, de plus en plus juste et voilà, finalement, de prendre soin de soi, ça permet un peu d'avoir un peu de recul et se dire, ok, qu'est-ce qui est important, voilà. Et quelque part, pas seulement de le penser, pas seulement de conceptualiser, mais l'idée, c'est de le vivre, de l'être, Ouais. Oui, de l'incarner face à du réel, quoi. c'est ça. Bah, sinon, ça passe pas. Oui, de toute façon, on est rappelé à la réalité très vite. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on échange un peu avec Bertrand Copin. Donc Bertrand Copin, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas la confirmation qu'il est en ligne, mais non, il n'est pas en ligne alors, donc non. Il n'est pas en ligne. Très bien. Alors Je nous. n'ai aucune prétention de remplacer Bertrand Copin. Mais néanmoins. À des questions qui auraient pu être pour lui. Expérience, et puis, ok. Voilà. J'essaie de transcrire aussi ce que j'ai pu noter de son partage. Donc, je ne suis pas Bertrand Copin. Donc, monsieur Rabalan, voulez-vous vous présenter vous-même, puisque je n'ai pas de fiche, je n'ai pas le CV et tout ça. Donc, Olivier Rabalan, je travaille au collectif TECAP, et plus particulièrement sur les projets européens. Et je suis aussi co-présidente de l'association Grandir d'un monde à l'autre qui co-organise cette soirée. Et avec mon collègue Rémi. On a eu des liens avec Bertrand Copin pendant quelques années, puisque en fait on a réalisé, et ça a duré une dizaine d'années, en fait un film sur la question de la parentalité des personnes qui sont en situation de handicap, qui s'appelle Désir d'enfant, enfin qui s'appelle Aux yeux du monde. Et on a du coup fait des recherches sur ceux qui avaient fait des recherches sur la parentalité des personnes en situation de handicap. Et il n'y en avait pas beaucoup, et il y en a encore assez peu. C'est un sujet qui est assez peu investi par toutes sortes de disciplines, que ce soit la philosophie, la psychologie, la sociologie. Il y a très peu d'études autour de ça. Et lui, il a en 96 mené une étude assez intéressante au niveau national sur les SAS, ce qu'on appelle les SAS, les services d'aide et de soutien à la parentalité. Il y en a pas dans tous les départements, mais enfin là, en l'occurrence, en Loire-Atlantique, il y en a au moins 4 ou 5. Et il a fait une sorte de grand questionnaire autour de ces différents services d'accompagnement aux parents. Et il en a tiré en fait un certain nombre de. En fait, il est parti des idées préconçues qu'on peut avoir en fait. Et la première idée préconçue, c'est que les personnes en situation de handicap n'ont pas de relations sexuelles. Donc, quand on n'a pas de relations sexuelles, on n'a pas d'enfant. Hein. Enfin, maintenant, c'est pas si. Ça dépend des univers. Voilà, on a la preuve à ma gauche. Enfin, non, je ne dis pas que tu n'as pas eu de relations sexuelles, pardon. Donc, le premier préjugé, en fait, c'était les parents qui sont en situation de handicap ne peuvent pas avoir d'enfants. Ok. Et du coup, avec son étude un peu du coup, qui concernait quand même que 380 SAVS, donc 380 SAS qui suivaient peut-être une dizaine de situations, voilà, ça faisait quand même quelque chose autour de 3000 à 4000 familles, quoi. Donc 3000 à 4000 familles, voilà. Du coup, deuxième préjugé, ok, ils peuvent avoir des enfants, mais ils vont être handicapés. Et dans les cas qu'il a pu étudier, il y a très peu, d'enfants qui sont en situation de handicap. Simplement, ce qu'il note, c'est qu'effectivement, peut-être dans un chiffre un peu plus important,
dans l'âge des 6 ans, 7 ans, en fait, qui correspond à des moments où des enfants peuvent être repérés parce qu'ils n'ont pas assez de soutien des parents, justement, et du coup, qui peuvent avoir des retards en fait, cognitifs. Et ça, effectivement, il y en a 30% de plus dans la population globale. Mais après, tout dépend du suivi que ces parents ont aussi, quoi. Donc voilà, ok. Et puis l'autre, et puis je juste sur Rosé un petit clin d'œil parce que j'entendais Christopher et Wendy qui disaient que leur fille était très avancée. À Rosé, il y a quelques années, un couple trisomique a donné naissance à une petite fille et à l'âge de 10-12 ans, elle a été diagnostiquée comme précoce. Voilà, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être un peu étonnantes dans l'esprit. Voilà, donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes en situation de handicap vont avoir des enfants précoces, ça, c'est pas ce que je dis, mais voilà, c'est aussi ça arrive comme dans toutes les parentalités. En fait. Et donc, en fait, le premier préjugé, des parents peuvent avoir des enfants, les parents en situation de handicap peuvent avoir des enfants. Ces enfants-là ne sont pas forcément en situation de handicap, au contraire. Et du coup, le troisième préjugé, oui, mais ces enfants-là, ils ne seront jamais heureux. Bon, alors, définir le concept d'être heureux, là, c'est difficile, mais on voit bien qu'en fait, dans ces préjugés-là, c'est très compliqué. Et puis, il a mené aussi d'autres expériences après, alors moins à une grande échelle, mais sur des petits exemples. Par exemple, sur les compétences parentales et la reconnaissance de ces compétences parentales. Il a pris des échantillons de personnes, professionnels et parents en situation de handicap. Et il leur donnait un cas en disant bon, ben voilà, vous êtes dans votre voiture, vous emmenez votre enfant à l'école, vous apercevez dans le rétroviseur qu'il n'a pas mis sa ceinture, qu'est-ce que vous faites? Donc, bon, ben, le professionnel disait je gronde, enfin je lui dis, enfin je comprends pas, mais je lui dis bon, ben, tu mets ta ceinture. Et puis vous continuez, et au bout de 5 minutes, vous m'apercevez qu'il a toujours pas mis sa ceinture. Bon, ben, le professionnel dit bon, bah, je hausse le ton, et puis voilà quoi. Et puis une troisième fois encore, je m'arrête, ou enfin bon, différents scénarios, mais toujours à questionner, enfin à être sur le fait que l'enfant mette sa ceinture. Et la même chose avec des personnes en situation de handicap, des parents. La première fois, bah, pareil, ils disent bon, bah, je lui dis de mettre sa ceinture. Deuxième fois, pareil, je hausse le ton. Et la troisième fois, la plupart du temps, c'est ben voilà, j'ai pas d'autorité, quoi. Je n'ai pas d'autorité sur mon enfant. La question de l'autorité, en fait, cette compétence d'avoir de l'autorité, c'est quelque chose qui est assez général chez les parents d'enfants en situation de handicap, des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et il explique aussi du fait que des personnes en situation de handicap, on a tous une plus ou moins bonne image de nous-mêmes, une estime de nous-mêmes, une confiance en nous-mêmes qui peut être aléatoire. Mais les personnes en situation de handicap, dans leur parcours d'éducation, ont souvent eu peu de moments où ils ont été sollicités en tant que personnes estimées. Et surtout, on leur a jamais dit, la plupart du temps, que on n'a jamais projeté, leurs parents n'ont jamais projeté le fait qu'ils seront parents. C'est pas des choses qui se font en fait. Et du coup, eux, ils ont pas, ils ont inconsciemment, ils ont intégré cette chose-là. C'est qu'ils sont parents, mais c'est compliqué quoi. Et de fait, c'est compliqué. Voilà, il a travaillé là-dessus. Il a travaillé aussi sur les. Oui, juste pour compléter oui. que sur cette partie préjugés, alors d'incompétence ou de compétence, c'est qu'on peut le corriger en fait. Et Oui. une des choses, c'est que voilà, c'est d'encourager les professionnels et les parents, un peu comme tu disais, c'est donc autant c'est un peu être un cercle vicieux, enfin néfaste et dégradant la confiance et les capacités ensuite, mais autant ça peut être un cercle vertueux en projetant de la compétence, en valorisant les ressources. Et ben les personnes sont tout à fait capables en fait, les ont et consolident dessus et voilà. Ouais, ça permet de rassurer, de prendre des exemples très précis en fait. Mais vous arrivez vous, par exemple, les situations de handicap, souvent, ont des horaires, alors soit ne travaillent pas, soit ont des horaires moins importants en termes de travail. Donc, effectivement, ils sont plus présents, ils sont plus. Et voilà, ça, c'est aussi quelque chose d'important.
Il y a le lien affectif qui est différent, mais qui peut être valorisé. Du coup, c'est vraiment que les professionnels soient dans les actes d'accompagnement des parents à valoriser plus qu'à pointer les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et souvent, en fait, c'est un peu le contraire. C'est qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement, la plupart du temps, il y a des schémas, en fait, des schémas de fonctionnement des parents, et eux, ils n'ont pas forcément ces mêmes schémas, quoi. Pour autant, l'éducation, elle se fait aussi, mais elle peut se faire différemment, et c'est moins un problème des parents qu'un problème du professionnel à changer ses représentations sur cette question de la parentalité. Et du coup, voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur la chaîne YouTube de Grandir d'un monde à l'autre, alors je ne vais pas faire de la pub comme ça, mais on a travaillé sur, parce que pour faire notre film, du coup, on l'a souvent filmé, enfin, on l'a souvent interviewé, et on a travaillé sur quatre sujets qui sont vraiment très intéressants. La question des compétences parentales, donc il y a vraiment un petit sujet de 5 minutes sur les compétences parentales. Il y a la question du placement, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les parents qui ont des enfants en situation de handicap ont un taux de placement plus important. Euh, et des fois, ça se fait un peu dans la douleur. Des fois, ça se fait dès la naissance. On a l'exemple là, on parle de processus de production du handicap. On a l'exemple dans notre projet Change de regard d'une production du handicap, dans le sens où une enfant est née il y a quelques années, c'était en 2017, et les parents étaient en situation de handicap. Ils avaient averti en fait les services sociaux parce qu'ils avaient besoin d'aide, et ils avaient été aidés. Et quand elle est née, en fait, il s'est passé que l'enfant était retiré. Ils ont fait pression pour qu'il signe un papier, en fait, pour que ça soit officialisé. Et les grands-parents, en fait, ont eu beaucoup de mal à pouvoir voir la petite. Et ce qui s'est passé, c'est que le service d'aide sociale à l'enfance a fait, au bout de 3 mois, une déclaration à la MDPH comme quoi la jeune était en situation de handicap. Mais la petite, elle est tout à fait normale, en fait. Et le pire du pire, c'est qu'au final, les parents, ça les arrange, parce que finalement, ils ont une allocation. Voilà. Et là, on produit, en fait, on produit du handicap sur une situation où il n'y en avait pas au départ. Donc voilà, il a fait un travail comme ça sur le placement. Et puis, il a fait aussi un travail, et il va m'en manquer un tête, il a fait un travail sur l'essence, enfin, la question essentielle d'être en réseau pour les professionnels, en fait. Parce qu'en fait, les professionnels, que ce soit des aides maternelles, que ce soit des professionnels qui viennent aider au quotidien, que ce soit des éducateurs, des éducatrices, sont chacun dans leur métier, avec leur code, ils correspondent peu entre eux, et du coup, ils n'ont pas, pas une analyse systémique globale de la situation. Et chacun, ils ont des bouts d'informations, ils ont des bouts de représentation aussi, des bouts de préjugés. Et tant que ça ne se met pas autour d'une table pour parler, eh ben, on reste avec des injonctions paradoxales, parce qu'il va y avoir certains professionnels qui vont avoir des choses qui vont dire oui, ça, ce serait bien de faire ça comme ça, et derrière, il peut y avoir un autre qui va dire le contraire, quoi. Et là, du coup, pour la question de la confiance en soi et des signes, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il dit que l'important, c'est le travail en réseau. Là, juste dans le forum, là, tout à l'heure, il y avait l'intersas. En fait, et c'est justement tout le bénéfice du travail en réseau, c'est que les différents services d'accompagnement se rencontrent entre eux, quoi, et parlent de situations qui sont parfois complexes, parlent de leur pratique professionnelle. Et ça, c'est vraiment essentiel. Non seulement c'est essentiel, mais et c'est pas que les services d'aide à la parentalité, c'est aussi tous les services de droit commun autour. Que ce soit le planning familial, quand justement on arrive à la question de l'adolescence, que ce soit la question des crèches, voilà, que ce soit en fait tous les services de droit commun où il y a des liens qui sont forcément à mettre en place. Et cette question du réseau, elle est vraiment essentielle. Voilà. Mais j'en oublie un, je ne sais plus. Je trouve que c'est important le sujet que tu évoques sur le fait que les parents en situation de handicap sont plus, entre guillemets, regardés et parfois très vite soupçonnés. Il y avait un très chouette texte qui avait été fait dans une revue sur l'autisme par Laurent Thomas,
sur le fait qu'on a tellement aujourd'hui, en tant que personne handicapée, de services qui tournent autour de nous, que ce soit un CISAD, une école, un service au fur et à mesure, qu'en fait, on ne laisse jamais être un parent qui peut rater parfois. Et très souvent, il y a des enfants placés, il y a un service qui se rajoute parce que, en fait, ils ne peuvent pas rater ces parents. S'ils ratent, alors qu'il y a bien d'autres parents sans situation de handicap aujourd'hui qui ratent et qu'on ne va pas aller chercher. Ouais, c'est l'exigence et pas la même. Dans ce qu'on a échangé un petit peu en préparant avec François, je vais essayer de retranscrire un peu, enfin, en tout cas, moi, un point qui m'a intéressé et marqué, c'est ce qu'il disait, donc on se demandait un peu comment ça a évolué, parce que ça fait longtemps qu'il a commencé ces études-là. Et en fait, ce que lui constate, en tout cas l'hypothèse qu'il fait, c'est que l'évolution sociétale qui quand même normalise ou intègre ou voilà, fait en sorte qu'il y a un peu moins de cloisonnement, fait que pour certaines cultures professionnelles, il y a quand même des choses qui évoluent, même si ce n'est pas nommé au cœur de leur métier. Et même parfois parce que ce n'est pas au cœur de leur métier. Donc, par exemple, les sages-femmes dans les maternités, il observait qu'il y avait moins de signalements plutôt. Que c'était en train de se. Même si ce n'est pas intégré à leur cursus, son hypothèse, c'était que c'est voilà, par leur culture sociétale. Et que voilà, dans des environnements parfois qui sont forcément fixés, comme leur thématique peut être autour du handicap, à l'inverse, la peur de louper des choses, etc., peut au contraire garder, même si le sujet est plus travaillé, ça peut garder des choses un petit peu limitantes. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération de professionnels de santé là, qui je trouve arrivent et a cette capacité de dire que, ok, ils sont médecins, ok, ils sont pharmaciens, ok, ils ont un niveau d'études très important, mais qu'ils ont aussi besoin d'aide. Nous, on intervient auprès des sages-femmes, auprès des généticiens, l'école en pharmacie, auprès de professionnels qui viennent nous poser des questions où on répond, où il n'y a que du bon sens. Ils vont avoir des questions de bah oui, mais quand il arrive et qu'il ne parle pas, ça veut dire qu'il ne comprend rien. Bah non. Mais pourquoi tu lui poses la question? Bah oui, mais quand il vient toujours avec un adulte, et là, il vient sans adulte, et quand il y a l'accueil, il s'assoit par terre. Parce que la station debout, c'est compliqué. Donc, dans ton officine, peut-être tu pourrais mettre une chaise. Oui, mais alors, dans la salle d'accouchement, nous, quand on a quelqu'un qui se sent pas bien, et qu'elle parle pas, ça veut dire elle n'est pas capable, il faut une interprète. Ben non, en fait, voilà. C'est dédramatiser, repartir sur l'idée des émotions, des sens, de mimer parfois, et de se mettre à la hauteur de l'autre, mais avec juste simplement du bon sens. Je parle plus, mais je dois pas parler là. Non, mais quand tu parles, parle plus. D'accord. Oui, tu voulais réagir. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des progrès, on les voit. Il y a encore sur Nantes et dans d'autres villes à Paris, il y a encore des cliniques. Quand une femme accouche et qu'elle a un enfant en situation de handicap, on lui propose un accouchement sous X. Ça existe encore maintenant. Ou un avortement jusqu'à 9 mois. Oui. Voilà. On a un avortement thérapeutique. Voilà, c'est aussi une réalité, quoi. Si je reviens un petit peu sur l'angle de départ, enfin voilà, la question que je me posais sur être parent quand on est en situation de handicap et être parent d'une personne en situation de handicap, les deux pouvant être cumulés. Donc dans ces études, Bertrand Copin, il regarde la première catégorie, et du coup les deuxièmes, les parents de personnes en situation de handicap, ce sont les grands-parents dans ce cadre-là. Et de la même façon, tu disais tout à l'heure qu'il avait fait tout un travail sur les préjugés, etc. Il y avait cette question de, on a l'image des grands-parents qui ne sont pas forcément soutenants, notamment parce qu'ils ont peur d'être débordés et de devoir compenser et de devoir prendre la responsabilité à quelque part à la place de leur enfant. Et c'est intéressant ce qu'ils disaient, ils ont observé, ils ont été regardés, est-ce que c'est vrai? Et en fait, c'est pas du tout vrai dans la réalité. Donc, on peut se dire déjà, cette peur-là, elle peut se mettre de côté. C'est que c'est plutôt quand il y a besoin d'un soutien dans l'éducation et dans le côté affectif, etc., de prise en charge, c'est plutôt les fratries, en fait. Les parents font plutôt appel à leurs frères et sœurs. Et les parents sont plutôt généralement dans un rôle de soutien ponctuel logistique, en fait. Pas dans une prise en charge, pas dans une responsabilisation. Je trouve que c'est intéressant aussi, bien sûr,
j'imagine qu'il y a des, voilà, il y a des chiffres et des éléments qui pourraient abonder tout ça, mais ouais, j'ai pas été jusque-là dans les recherches. Et puis oui, Là, je crois qu'il y a aussi un gros travail qui est encore à faire, mais qui est intéressant, cette question de fratrie. On va évidemment aborder la tutelle, la curatelle, l'habilité familiale et tout ça. Et je trouve que c'est des sujets qui sont importants, qu'il faut devancer, qui sont en train d'évoluer. Et nous, on voit au sein de l'association, on a depuis le Covid 8 frères et sœurs qui nous ont appelés en disant on prend la tutelle ou la curatelle, on va travailler ça. Soit les parents sont déjà décédés, soit ils sont en vieillissement important. Et ils disent, ben, en fait, nous, on n'a jamais fait de CMDPH. Et en fait, là, on le voyait 2-3 fois par an en famille. Et aujourd'hui, on a envie de s'investir un peu plus avec ma femme, avec mes enfants, etc. Mais on ne sait pas faire, donc on va profiter de la capacité de l'association à venir revivre une sortie, un pique-nique entouré avant de tout seul t'aider à le faire tout seul ou spontanément dire allez, samedi, je t'amène à la piscine. Et ça, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment un appui sans forcément mettre en place un CESAD, un SAD, etc., etc. Donc, je trouve qu'il y a des ouvertures et il y a des choses qui se font plutôt de façon spontanée que des parents qui ont dit quand on ne sera pas bien, c'est vous qui aurez la charge. Plutôt de façon spontanée et avec aucune, je trouve, culpabilité à un moment donné de se dire que ce sera une tutelle, une curatelle, une habilité familiale qui sera gérée par une entreprise ou par une association. Et du coup, je voulais juste conclure sur ce que j'ai retenu de mon petit échange, ce que je voulais lui proposer de transmettre sur justement suite à toutes ces études. Ben, on en a parlé un petit peu, hein, que les éléments les plus importants, à la fois quand on est dans l'entourage ou en tant que professionnel, c'est effectivement l'objectif de développer le sentiment de compétence. Et autant les compétences que le sentiment de compétence, donc voilà, l'estime de soi en fait, hein, basée sur ça, mais qui va vraiment dans une spécificité de à quel point on se sent capable de pouvoir assumer son rôle de parent. Et effectivement, parfois bien et parfois moins bien. Et puis peut-être une phrase, je vais essayer de le formuler d'une façon voilà, qui pourra vous toucher autant que ça m'a touché quand il en a parlé. C'est que être en situation de handicap et être un parent qui se trouve être en situation de handicap, c'est pas du tout la même chose que d'être handicapé dans sa parentalité. Et je trouve que c'est important de se le dire comme ça. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses parce que j'imagine qu'il y a plein de questions alors dans l'assemblée ou en visio. Peut-être qu'on peut faire un premier tour avec les gens qui sont ici présents. Donc, vous avez voilà, Elodie, Olivier, Wendy et Christopher qui sont en visio et Karine aussi, normalement, qui est encore avec nous. Et donc, vous avez vu, il n'y a même pas de micro. On peut juste parler comme ça en parlant un peu bien fort. Il faut projeter la voix. Est-ce que quelqu'un a une question ou peut-être un témoignage aussi? Ou oui, une remarque, allez-y. Justement, moi j'ai un témoignage à apporter. Parce que justement, moi au départ. Un peu plus fort encore? Moi au départ, ma gynécologue, ouais. qui me suivait au départ, me disait que je ne pourrais pas être maman. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon médecin et tout, qui disent que les personnes sur le cap peuvent être maman et tout. Sauf que ce qui s'est passé, je suis quand même tombée enceinte par surprise parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais je ne l'ai pas su jusqu'au jour J de l'accouchement. Ouais. Donc j'ai accouché du coup toute seule. Ouais. Toute seule comme une grande de moi-même chez ma mère et tout. Enfin bref, ça a été le bébé surprise. Comme ça. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est que simplement, après, comme j'étais encore aux études, malheureusement, l'assistante sociale de la maternité de Nantes me l'a directement placée à l'ASE, en famille d'accueil et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'à un moment, ce qui s'est passé, comme la troisième famille d'accueil chez qui elle a été, c'est très mal passé, parce que le monsieur en question qui s'occupait d'elle, malheureusement, l'a attachée au lit, l'a enfermée dans les placards, la mettait près du feu et tout, enfin bref, c'était catastrophique. Et c'est ma fille, à 2 ans et demi, qui a réussi à nous faire savoir ça quand elle revenait du week-end chez moi et ma mère, etc. Enfin bref, c'est ma petite fille de 2 ans et demi qui a réussi à nous faire part de ça, quoi. Et du coup, avec ma mère, on s'est battu, on s'est baigné et tout, au niveau de l'ASE, et on a réussi à la récupérer. Et au départ, c'est ma mère qui s'en est occupée, quoi. Et jusqu'à ses 7 ans, où j'ai récupéré des filles qui m'ont. Donc, on vit ensemble toutes les deux, et
Et puis, bah, malheureusement, son père n'est plus de ce monde aujourd'hui. Malheureusement. Elle a quel âge et elle s'appelle Elle comment? a 14 ans, elle s'appelle Marina. Merci, Pas merci de beaucoup. souci. Et moi, j'avais une question. Oui. Puisque tout à l'heure, Olivier il parlait des situations de la ceinture, d'autorité, je me demandais, enfin, la question, c'est comment un enfant qui est en situation de handicap mental, comment est-ce qu'on fait du coup pour lui apprendre, lui faire comprendre qu'il y a des situations où des fois il peut se mettre en danger, qu'il ne faut surtout pas le faire, ou même des choses qui. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour lui apprendre tout ça en fait? J'imagine que ça doit être différent d'un enfant. Elodie, t'as pris une grande Moi, inspiration. je suis en plein dedans, alors c'est assez facile de répondre. Euh, Ils ont 11, 12 et 15, donc la situation la plus commune à nous tous, c'est traverser la route sur un passage piéton. La sécurité, elle est là avant tout. Alors moi, j'ai un grand qui a plutôt un tempérament posé, réfléchi, donc il, il sait depuis très longtemps qu'il faut regarder à gauche et à droite pour traverser, et la situation, elle est là. Et émotionnellement, ça se passera plutôt bien, sauf que si un jour, en face du passage piéton, c'est le jour de son anniversaire, c'est la fête et il y voit sa marraine, eh ben, il traversera. Donc aujourd'hui, on est ça, c'est comme ça de façon régulière et ça va, je pense que ça va évoluer, il y a des progrès, mais on a aussi beaucoup en déficience mentale, en trisomie 21, des enfants qui ont des risques de fugue. Et là, le danger, il est très important. Il y a vraiment une capacité de recul qui est assez difficile et très longtemps, mais ils peuvent aussi se mettre en danger sur des situations qui se semblent pour eux très classiques et j'y vais, je fonce, et puis qui en fait se mettent réellement en danger. Alors, moi, je suis là pour les protéger et quand quelqu'un d'autre les accompagne, ils ont ces fameuses consignes-là. Il faut y mettre les mots. Alors, moi, j'y mets beaucoup des photos, des pictogrammes, des dessins. On répète avec des mots simples. On essaye que tous les professionnels aient les mêmes mots pour que ce soit quelque chose qui soit ancré. Euh, pour l'instant, je touche du bois, ça, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper, il faut verbaliser, il faut expliquer pour que ça puisse bien se passer. Dans des moments comme ça, oui, c'est ce qui est le plus. Je pense que c'est ce qui est le plus angoissant dans nos rôles de parents. Et en même temps, la prise de risque, elle est aussi importante pour que l'enfant s'autonomise, quoi. Donc c'est un espèce d'équilibre à trouver, souvent entre la maman et le papa, la maman qui est un petit peu plus en protection, le papa qui va dire que la prise de risque, c'est possible. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est... Je pense qu'il y a les papa ou maman. Ça fait partie de la construction, le risque aussi. Je pense, oui, je pense que c'est important. Alors après, on a aussi des papas qui sont plus mettre la main que des mamans. Je pense qu'il y a un peu les deux. Mais je pense que il y a une limite à avoir, et puis aussi au niveau des âges, dans les risques qu'on va prendre. Et puis il y a des risques qui sont moins importants que d'autres. Moi, l'autre jour, je laisse ma fille en lui disant je te laisse aller déposer la poubelle sur la rue, il n'y a pas de portail, etc. Et je me dis, allez, c'est bon, elle a 12, allez, j'y vais. Et, et puis je ne la suis pas, elle me dit, ok, j'y vais, c'est quand tu me regardes pas, surtout tu me regardes pas. Je la regarde pas et je me dis, ouais, c'est vrai, allez, elle est grande, elle a un risque de fugue de dingue quand on part en sortie, etc. Mais bon, je me suis dit, elle va déposer la poubelle, elle est contente d'avoir une consigne, d'avoir un j'y vais. Bon, bah, au bout d'une minute 20, je commençais à paniquer et j'ai raison. Elle avait traversé la route pour aller voir ce qu'il y avait dans la poubelle jaune du voisin en face, dans une rue hyper passante. Bon, bah, je suis pas prête de le refaire tout de suite. Et puis, on va aller y remettre les mots et sans doute un pictogramme et des choses comme ça. Mais j'attends, moi, dans la prise de risque, que ça l'agace, que je demande à son grand frère de le faire, pour qu'elle comprenne qu'il va falloir aussi que je lui fasse confiance pour le refaire. Donc, c'est ça, c'est à un moment donné mesurer le risque et la capacité. Et on trouve des pictogrammes pour toutes les situations, on trouve facilement des pictogrammes, ou des fois, il faut en créer. Moi, je me sers un petit peu de Macaton, mais je ne trouve pas hyper joli pour des situations comme ça. Donc, je suis beaucoup. Quand ils étaient petits, j'arrivais à les mettre en situation, ils trouvaient ça drôle, maintenant ça les saoule. Donc, j'essaie de taper sur Google Images un piéton qui tombe sur le passage piéton, tu vois. Et j'arrive à trouver des petites choses, et puis autrement, je fais un dessin rapide avec eux, mais j'arrive assez bien à trouver des pictogrammes ou des images comme ça. Il y a les pictos art à ça. Oui, aussi. Les grandes bandes.
pouvez le redire Ok. Une question en face? Une question, réaction, question. Réaction, question. Déjà, merci, c'est vraiment super ces témoignages. Quand je vous écoute, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a autant d'enfants, évidemment en situation de handicap, mais avec leur personnalité. Donc l'approche, elle est totalement différente. Donc ça veut dire comme n'importe quel autre enfant, en fait. Et la même chose pour les parents. C'est-à-dire qu'un parent qui est voilà, avec des enfants dits valides, bah, il va être différent. Et je trouve que dans vos témoignages, c'est ce que, en tous les cas, moi, ça me fait ressortir. En fait, c'est ça, en fait, c'est que vos témoignages montrent bien que, bah, en fait, la situation de handicap, oui, elle est particulière, forcément, mais il y a des enfants dits valides qui sont aussi particuliers et il y a des parents qui sont aussi particuliers. Et du coup, la personnalité des uns et des autres, cette rencontre, en fait, va faire que ça va être plus ou moins facile à des périodes plus ou moins difficiles. Avec, voilà. Vraiment, je trouve que c'est, pour moi, ce que je retiens, ce sont des enfants et ce sont des parents qui se rencontrent. Voilà. Ce que je trouve. Des questions, témoignages dans la salle ou alors du coup à distance? Est-ce que vous avez noté dans les discussions? Du coup, c'est Catalina ou Jade qui vous transmet les questions? C'est Catalina. Pas de questions pour l'instant. Ah, il y a une question ici. J'aimerais bien savoir c'est quoi la référence des livres de la suite. La référence des livres. Alors, c'est Ah oui, c'est ça. L'association, c'est AFD. Ils sont sur notre site internet, Rien qu'un chromosome en plus, dans les livres pour enfants. Ils sont en photo et il y a un lien pour aller directement sur le site. Merci beaucoup. Mais ouais, on n'a que ça, on n'a que AFD. Et l'autrice, il y a deux auteurs, co-auteurs, Kate Reynolds, Wow. it's in English, et Jonathan, avec un O, Powell, diplômé des Beaux-Arts, donc lui ça va être l'illustrateur. Elle était infirmière spécialisée et conseillère principale dans le domaine du VIH et du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Et qui a un fils autiste. Sévère. Oui, une question. C'est quoi, madame, vous savez tout à l'heure pour. Merde, j'ai perdu. Pas maison partagée, mais ce que vous avez dit tout à l'heure. À quel moment? Sur la pérédance? Sur les structures d'accompagnement? Oui, c'est ça. Dans quelle structure étaient mes enfants? Ouais. Avec la DAPEI. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre. Parce que moi, je suis handicapée de naissance et j'ai suivi une scolarité IEM. Et en fait, je voulais savoir c'était quoi la différence entre IEM et votre IME et UE. Oui. En fait, IEM, si je ne me trompe pas, c'est Institut éducatif et motrice. Oui, non. IEM, oui, c'est ça. IEM, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et IME, Institution médico-éducative. En fait, c'est la différence avec le handicap physique et le handicap mental. D'accord. Voilà, c'est la différence. Et aujourd'hui, quand on rajoute les UE, c'est que l'État parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas prêcher pour un autre, je répète sur à la mode, mais l'État parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui et donc a fait aujourd'hui fermer des structures. Alors, moi, je parle du local ici, mais c'est surtout le territoire. Et les structures d'IME ont été fermées, ont été gardées que celles où il y avait des personnes, enfants ou adultes avec handicap mental et troubles associés. Et ceux qui ont été fermés, il y a eu par exemple très concrètement un IME qui s'appelle l'IME de Chanzy à Nantes qui a été fermé, où à l'intérieur tu avais 40 enfants avec une déficience mentale de 10 ans à 18 ans à peu près. Et au lieu d'avoir 40 enfants avec 4 équipes différentes, donc 10 enfants, 2 éducateurs, un instit pour chacun des groupes ensemble dans le même bâtiment, ils ont monté ce qu'on appelle des unités d'enseignement externalisées. Ces 4 groupes-là aujourd'hui sont séparés et ils sont dans des primaires ou dans des collèges, ce qui fait qu'ils sont en inclusion. Et ce qu'ils ont dans le vivre en inclusion aujourd'hui ensemble,
c'est la cour de récréation, les projets d'école, la cantine et le foyer pour les collèges, etc. Mais aujourd'hui, tu ne passes pas du temps avec la classe d'âge, comme par exemple une Ulysse collège ou une Ulysse privée, collège ou primaire. Ça va être, la différence, elle est là. D'accord. Merci. Est-ce que tu nous entends, Wendy? Est-ce que vous avez eu un suivi particulier à la naissance de votre fille? Son micro est coupé. Mais je pense que vous pouvez le remettre de là où vous êtes, non? C'est bon, elle va le faire. Ouais, super. Oui, Est-ce que tu as oui, entendu on la a des question, suivis Wendy? pour l'enfant. Oui, on a eu accordage. Et c'est on quoi, a eu- c'est quoi un cordage? C'est une SBL en fait gratuite. Ils viennent chez nous pour montrer manger, pour montrer des images comment on fait bien, des images, comment mettre les bébés couchés, comment faire Ils apprennent comment faire nourrir la la petite, petite. quand il y a des changements de repas, Voilà. ils nous apprennent à faire les soins de la petite, ils nous accompagnent dans certaines démarches pratiques. Donc, par exemple, bientôt, à prendre à l'école, ils vont accompagner, voilà, pour l'école de la petite. C'est une aide vraiment adaptée à la famille, à l'enfant. Voilà, ils viennent du mercredi, tous les mercredis à midi, de 11h à midi, et ils nous disent à nous de faire à manger, à moi-même, faire à manger Liana, et je sais le faire, de pas écraser très fort la viande, mixer la viande, écraser les pommes de terre et les légumes ensemble, mettre du beurre et mettre un peu de trucs. Alors moi j'avais appris et du coup ben, maintenant je sais le faire. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi accordage ou c'était dans la suite logique et on vous l'a imposé quelque part? Non, en fait, que j'étais enceinte, j'ai demandé des suivis parce que je savais pas c'était quoi un enfant. J'ai pas peur de dire parce que j'étais late, parce qu'on m'a répondu à moi-même, j'étais comme ça, on m'a répondu à moi-même, c'est pas mon enfant, on m'a répondu que mon enfant il sera handicapé. On lui dit un enfant, ça se dit pas comme ça se fait pas comme ça. Et l'enfant, ben, elle est venue normalement. Et moi, comme j'ai un handicap et pas possible, on croyait qu'elle serait même que nous, en fait. Mais non, en fait. Mais à part ça, c'est moi qui ai demandé de l'aide. Ouais, ok. Merci beaucoup. De rien. Et il y a d'autres aides, d'autres suivis? Oui, et aussi. Nous avons, madame, le SAFO, Christopher, est-ce que tu peux te rapprocher de l'écran, du micro un petit peu? Je n'entends pas bien. Donc, il y a le SAFO qui accompagne madame, qui fait partie de service d'accompagnement de Mons. Il y a l'aide familiale. C'est pour quel type d'accompagnement, ça, de madame, comme tu dis? Le SAFO? Le SAFO, oui, c'est un truc qui m'accompagne pour les papiers, le truc d'administrateur, des trucs comme ça. Et le truc de ménagesse, le truc de familial, c'est pour faire les courses, pour me ramener au médecin, pour ramener des autres trucs que nous on a déjà. Ils sont là, en fait, pour nous. On n'a pas du mal, on s'est allé tout seul, hein. C'est le fait d'avoir des gens. Mais c'est tout le fait que j'avais besoin d'aide pour m'apprendre par après avec ma fille, et voilà. Bien sûr. D'autres choses? D'autres choses? Autre chose, Nous avons maintenant récemment qui a été mis en place, c'est le SHI, Service Aide de Jeunesse, qui nous aide aussi à mettre, eux en fait, ils servent à nous aider aussi dans la vie quotidienne pour la petite et à placer un suivi plus adapté, comme par exemple, le SHI a décidé, nous a proposé de mettre le MIF. Donc le MIF, c'est un accompagnement du SHI qui propose des péricultrices, des éducateurs, un peu de tout pour montrer, pour apprendre comment on peut faire des activités avec la petite, que ce qu'on peut lui faire pour passer le temps. Donc tout ça, c'est eux qui s'en occupent ça.
Ouais. Et donc tout ça, On c'est des choses apprend qu'on vous propose ou vers quoi on vous oriente quand vous demandez. Vous restez, vous vous sentez quand même décisionnaire. Vous décidez de ce qui se passe, quoi, de comment vous êtes accompagné. Oui, oui, eux, ils nous proposent et Ouais. nous, ils demandent toujours notre accord. Ouais. Super. Merci beaucoup. Et Il vous y a une autre pourriez- question. On a une question sur le chat, c'est une question de Karine, mais peut-être Karine, tu peux la poser directement du coup, si ça te va. Je n'ai pas entendu. Si tu as entendu, oui, Karine Zamboto voulait poser une question. Oui, c'est quoi? Oui, en fait, je vais avoir deux questions. Donc, je vais commencer par la première. J'aimerais savoir si vous vous sentez inclus dans la société au quotidien. Eu de l'aide, oui, on a eu beaucoup d'aide. Non, C'est pas du si fait tu d'avoir te de l'aide. sens... Ouais, je sais pas si elle entend. Ma question, c'est est-ce que tu te sens inclus, c'est-à-dire avec tout le monde, accepté Est-ce que tu te sens faire partie Aider. Le micro a été coupé. Le micro est coupé. On va y arriver. Non, c'est. Wendy, Christopher, votre micro a été coupé. Je ne sais pas comment. Là, c'est bon, je suis là. Et je sais plus c'était quoi. En fait, le respecter, moi, on m'a pas respecté, en fait. Parce qu'on me dit oui, mais on a, voilà, on a sauté que du mal de moi, et de ma fille et du papa. Et ça m'a fait mal au cœur parce qu'on dit à nous qu'on ne savait pas gérer un enfant. On va je l'ai enlevé et ça m'a fait mal au cœur parce que je me dis que pour me dire ça, c'est dire que je vais la mettre au monde, on va me la prendre et voilà, c'est pas un cadeau pour toi, tu ne mérites pas un enfant. Mais moi, j'ai répondu, je sais faire je sais ça un enfant, je sais l'agir l'enfant. Alors que je démontre à tout le monde que un enfant, c'est pas donné. C'est vrai que c'est pas donné. C'est pas, faut écouter l'enfant ce qu'il veut. Mais à part ça, il y a des gens, c'est vrai qu'ils jugent encore, dire, On ne sait pas s'occuper de voilà, qu'on ne sait l'enfant. pas s'occuper, il est mal fait, il est pas beau, il est mal habillé, ben voilà, des trucs méchants sur nous. Et moi, ça me fait mal au cœur. Voilà, quand l'enfant va avoir un enfant Handicapé et tout, et ça me fait mal au cœur. Et on a eu pas mal de conséquences. voilà. Ah, je vais faire comme ça, et c'est pas ça. Moi. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que finalement dans votre parentalité, dans le fait d'être parent, vous le rend le plus heureux? Les parents d'être heureux, c'est ça la vie. Ben oui, je suis heureuse d'être maman parce que je le voulais longtemps le bébé là. Et j'en paierai pour l'avoir. Je vois des autres enfants, des autres parents, des gens ont eu des enfants et il y a un handicap. Pour moi, je peux pas essayer. Ben moi, je l'ai eu, l'enfant. Je sais c'est quoi un enfant, mais je suis contente de voir Eliana grandir, comme elle a grandi si vite avec les deux. Et on est heureux parce que on peut dire que l'enfant, il est là. Et j'ai essayé au moins, comme tous les parents qui essayent, mais je l'ai toujours, ma petite fille. Vous inquiétez pas qu'elle est toujours avec nous. Et on m'a dit un jour, les sages vont venir chez toi, tu l'as enlevé en fait. Je dis bah oui, mais les sages ne l'avaient pas, ils voyaient bien qu'elle est bien. C'était pas leur but de l'enlever, qu'elle est bien. On était il n'y a pas 2 mois d'ici. Elle voit bien qu'elle a grandi, qu'elle est propre. Et voilà, mais les gens nous jugent toujours. Vous inquiétez pas. Même dans la vie. Une précision, qu'est-ce que dans la relation à ta fille, c'est une fille, hein, à quel moment tu peux ressentir ce bonheur? Qu'est-ce qui te porte le plus dans la relation de tous les jours avec ta fille? Est-ce qu'il y a des petits moments comme ça qui te... Le moment que j'ai eu plaisir avec ma propre fille et le papa, on sont les deux, le moment que j'ai été contente, c'est que Liana, elle a dit papa. J'ai été paix, j'étais un peu triste parce que papa, la première fois,
à papa. Mais à part ça, les premiers moments avec ma petite fille, c'est quand elle est debout, qu'elle a marché. Ça m'a fait plaisir parce que j'en ai pleuré. Ça, je sais pas comment vous l'entendez. J'en ai pleuré parce qu'elle s'est mise debout. J'ai eu peur qu'elle se mette pas debout avec ce qu'on m'avait dit. J'ai eu peur qu'on me dise oui, mais elle va pas marcher avant 2 ans. Et elle a marché à 13 mois. On peut l'entendre aussi. Mais j'en ai pleuré. J'ai encore des vidéos de ma petite fille qui a marché, qui s'est mise debout. On m'entend derrière quand je pleure. Ça me fait mal au cœur qu'on me dit oui, mais ta fille, elle ne serait pas marcher. Oui, mais ta fille, elle ne serait pas lire. Elle ne sait pas écrire. Mais c'est un bébé, mais on verra plus tard, ça c'est lire et écrire. Moi, je ne sais pas lire. Et moi, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire du tout. Pour moi, avec ma petite fille. Mais le bonheur de ma fille, c'est elle sait marcher. Elle comprend ce qu'on dit. Et je suis heureuse qu'elle marche. Et je suis heureuse qu'elle est debout. Ils ont vu qu'elle vit vraiment vite, de plus en plus vite, qu'elle comprend bien vite. On dit à nous que sa fille, voilà, on dit tout le monde. Mais vous voyez, vous l'avez vu avec ma fille. Ici, elle est couchée parce qu'elle est là. Désolée. Mais à part ça, elle était dans la poussette. Je dis non, c'est tout, hein, le carnage. Elle comprend, elle n'est pas plus bête que nous. Mais que les gens, ils viennent ici, ils disent ah bon, mais tu sais pas toute petite, tu sais même pas le changer, tu vois. T'as 4 enfants, t'as tes enfants, c'est la mienne. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions question là, pardon. Ce que je voulais dire, c'est les évolutions dans les familles, nous en situation de handicap ou en situation de handicap. Quand on voit l'enfant qui est né et qui est handicapé ou non handicapé, les évolutions, ça doit être de voir les évolutions tous les jours. Chez l'enfant. Chez l'enfant, de le voir grandir, soit en situation de handicap ou non en situation de handicap, doit faire plaisir aux parents, je pense. C'est pour les familles. Si je brode à partir de ça, je peux peut-être te demander à mes voisins quelles idées préconçues ils ont été confrontés ce que disait Bertrand Cotin quand même par rapport à la question de la parentalité des personnes en situation de handicap, c'est que encore maintenant, c'est un impensé en fait. C'est juste que la plupart, vous allez demain faire un micro-trottoir et vous allez demander dans les gens autour de vous, vous avez posé cette question sur une personne en situation de handicap peut-elle être parent? Vous n'aurez pas des réponses hyper positives, quoi. Donc il y a quelque chose qui est pas connecté avec le cerveau de l'humain en situation de normalité, quoi, on va dire. Et puis il y aura moi, souvent, je suis confrontée à la question, oui, bon, en tout cas, tu ne seras jamais grand-mère. Tu as fait le deuil. Alors déjà, je ne suis pas maman pour devenir grand-mère. De un. De deux, je ne sais pas ce que vont vouloir mes enfants et comment je vais les accompagner. Et tu vois bien que tes enfants, je ne sais pas comment ils vont évoluer et grandir. Alors en ce moment, après une crise d'ado, ma papette, elle veut surtout habiter dans une maison, elle ne m'invitera jamais. Mais il y aura évidemment papa, parce que toi, tu m'as pas fait de papa. Tout ce qui évidemment me ramène moi. Voilà. Mais c'est l'adolescence, bien plus. Mais je l'accompagne pas en disant qu'elle ne sera jamais maman. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, évidemment, ça me questionne, moi, en tant qu'adulte, toute seule, en me disant, voilà, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur une époque où il y a encore, alors, je n'ai pas les bons chiffres, mais 50, 60 ans, on survivait à nos enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, il faut les accompagner dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vont vouloir. Mais évidemment que l'autre jour, elle insistait à Magdalena. Et je lui dis, tu sais, on en reparlera quand tu seras plus grande. Mais je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non, parce qu'elle est capable de me rappeler que je vais dire des choses. Mais je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. Mais ce qui est sûr, c'est que pour être responsable de quelqu'un aujourd'hui, il faut savoir se brosser les dents toute seule et pas oublier de préparer ses affaires. J'essaie de la ramener à des choses concrètes. Aujourd'hui, elle n'a que 12 ans, mais elle l'amène déjà sur ce terrain-là. Et je pense qu'il faut les accompagner au fur et à mesure de ce qu'ils sont capables d'entendre. Je verrai à 20 ans ce qu'elle me dira et comment et sur quel sujet et comment on l'accompagnera. Mais
Mais c'est et en même temps, elle a cette capacité, cette ouverture d'esprit de me dire qu'elle n'aura pas besoin d'un papa. Évidemment, elle a un modèle, mais qu'aujourd'hui, elle sait très bien, par d'autres expériences, par d'autres amis qui nous entourent, qu'il faut un papa et une maman pour avoir un bébé. Donc voilà, il y a une projection, mais je pense qu'ils sont accompagnés au fur et à mesure et que nous, on grandit aussi dans leur accompagnement. Bien sûr. Ça, c'est joyeux. Alors moi, j'ai une autre question. C'est pour du coup, les parents qui ont un enfant en situation de handicap. Et en fait, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail avec les pros et les attentes que vous avez? Ça s'adresse, le regard est vers toi, Elodie. Euh, alors, moi, je dis toujours, moi, aux équipes qui accompagnent mes enfants, qu'on fait équipe. Et je le traduis dans une vraie communication. Ça veut dire que tous les 2 mois, il y a un mail qui est envoyé à toute l'équipe. Alors, des 3 enfants, parce qu'on est avant tout une fratrie. Donc, il y a des équipes différentes qui se croisent. Il y a les équipes de mes enfants, il y a les orthophonies, il y a les personnes du taxi, celles du VSL. Tout le monde a la même son de cloche, on donne des nouvelles. Et où on va aussi un peu donner, parce que si on veut qu'ils donnent à nos enfants, il faut aussi donner. Alors, on raconte pas notre vie, mais il va y avoir une photo, dernièrement, il y a une photo à Noël des enfants. Moi, j'ai dit que la personne avait été malade, que tout le monde allait bien, que tout le monde était en pleine forme pour reprendre. Les jours où les enfants ne sont pas présents parce qu'il y a un rendez-vous médical, etc. Où les choses avancent un peu. En ce moment, on travaille beaucoup sur la communication. Donc voilà. Et je pense que des équipes, moi, j'attends un vrai travail commun, en fait, parce qu'on est plusieurs à faire grandir. Il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Et ben, il faut toute une équipe. Et à chaque fois, moi, j'ai toujours, dès le début des CSAT de mes enfants qui étaient assez jeunes, toujours fait équipe avec tous ceux qui tournent autour de mes enfants. Et ça, c'est ça que j'attends. C'est d'avoir du retour, de la verbalisation, c'est pouvoir échanger, c'est aussi de trouver le moyen pour. Et c'est ça que je trouve le plus dur dans les équipes de professionnels, c'est euh, de mettre un cahier de communication dans le cartable. Certains vont me dire oui, d'autres par texto, d'autres c'est que WhatsApp, d'autres c'est que les mails, d'autres c'est. Il faut réussir à trouver le moyen qui va mieux répondre à tout le monde, mais aussi dans le temps que vous avez en tant que professionnel dans la journée avec nos enfants pour pouvoir nous remettre un petit message. Et je pense qu'il faut que nous, en tant que parents, on s'adapte à une réalité de terrain. C'est pas toujours simple, mais voilà. Moi, c'est beaucoup par mail avec tous les professionnels, mais cette année, la maîtresse de mon dernier, c'est en WhatsApp parce que pour elle, elle fait ça dans le tram. Le soir, elle va me laisser un vocal, elle va me laisser un petit mot. Mais n'empêche que quand il va rentrer, je vais avoir le son de cloche de ce qui s'est passé. Et ça nous permet en ce moment d'être tous sur la même longueur d'onde face à lui, parce que on est assez malin. Et ça nous permet de pouvoir avancer vraiment. Donc, je pense des professionnels, je pense que c'est ça, c'est de trouver le bon moyen de communiquer et de répondre et de travailler en commun autour de l'enfant. Moi, j'attends vraiment ça, un travail d'équipe. Mélanie, peut-être Karine, tu veux compléter? Toi, qu'est-ce que tu attends des professionnels? Le travail d'équipe, c'est très important. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas toujours possible, une communication entre les professionnels, ce qui n'est pas toujours fait aussi. Moi, j'ai beaucoup fait le relais, en fait, de l'un à l'autre. L'organisation, la coordination. Et puis, les retours, effectivement, autant positifs que les blocages, en fait, pour savoir est-ce qu'on met un autre professionnel dans la boucle, est-ce qu'il y a besoin, où on en est, est-ce qu'il y a besoin d'appuyer autrement, est-ce que la relation se passe toujours bien ou est-ce qu'il faut changer? Mais bon, ça, je suis d'accord. La première chose, c'est la bienveillance. Et je pense que beaucoup de nos professionnels le sont, surtout dans le milieu du handicap, qui connaissent leurs limites aussi. Mais la bienveillance, c'est fondamental. Et le fait, effectivement, de ne pas... Alors là, je recroise avec ce qui avait été dit tout à l'heure sur les préjugés. L'avantage du professionnel, c'est que il est en capacité, normalement, d'aller justement reconnaître les capacités des enfants au-delà de l'apparence. C'est-à-dire un enfant qui est non verbal, ça veut pas dire qu'il comprend rien du tout, quoi.
me souviens très bien. Lohan était suivi tout petit, il était avec sa nounou, ils étaient allés à la bibliothèque et Lohan, il connaissait déjà, il avait, je sais pas 3 ans, ses couleurs avec les mains. Et la bibliothécaire pose une question sur le livre de bébé qu'ils étaient en train de lire. Et c'est la nounou qui traduit, puisque Lohan l'avait dit avec ses mains. Et la bibliothécaire, choquée, mais non, mais c'est pas à vous que je demande, madame. Mais non, mais c'est pas moi qui ai répondu, c'est lui. Et c'est des anecdotes, mais voilà, ouais, comment développer les capacités ensemble de nos enfants, c'est important. Merci Karine. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, partages en ligne ou là-bas, là-bas? Là-bas, là. Je regardais l'écran, je suis désolée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un truc sur l'écran? Oui, je vous en prie. C'est intéressant. Alors, moi, je suis professionnel de santé. Je suis aussi papa d'un enfant en situation de handicap. Je travaille avec des enfants en situation de handicap avant d'être papa d'enfants en situation de handicap. Donc, je vois bien les questions et puis aussi les réponses. Et ça me fait penser à ce qu'on m'avait dit en formation, moi, en tant que rééducateur, d'essayer d'avoir, on est un peu comme des guides de haute montagne, en fait. Et si on est, si on a la corde qui est trop, que ce soit dans la parentalité, donc, du coup, ou en tant que rééducateur, si on a la corde trop tendue, ben, on va trop porter la personne qu'on essaye de guider sur un chemin. Voilà. Et si la corde est trop lâche, ben, on n'a pas de rôle. Donc c'est un peu ça, essayer dans la finesse. Et c'est pour ça aussi que je comprends bien ce que dit Karine aussi, dans ce qui est dans l'écoute, dans l'attention à ce qui est non verbal, et voilà, de redescendre au niveau de sensibilité aussi. Partage des questions, réactions en ligne. On va s'approcher de la fin de toute façon. Donc, il est magnifique dans le timing, hein, vous êtes trop fort. Ah, pas de regret. C'est bon en ligne, vous me confirmez les interfaces, ça va? Oui. Pas de questions brûlantes? Amener un sujet, en profiter des 2 minutes qui restent? Non, c'est bon pour toi? Moi, je... Non, mais c'est des questions qui pouvaient t'intéresser. Oui, Je veux bien, ouais, je veux bien juste rajouter un petit message. C'est pour les professionnels, justement, c'est aujourd'hui comment on fait évoluer nos structures dans lesquelles naviguent nos enfants et la société, j'entends, pour qu'elles soient vraiment adaptées à eux et pas que dans le mot. Parce qu'aujourd'hui, clairement, les structures ne sont pas adaptées. C'est un peu un pavé dans la mare hein, que je le pense. Carrément même. Oui. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Oui, c'est ça. C'est une problématique que tu partages. C'est ça. Donc, comment fait-on? Comment on travaille ensemble autour de tout ça? Parce que j'imagine que de toute façon, les bonnes volontés sont là. Les professionnels qui travaillent dans ces milieux-là sont souvent plein de bonne volonté, des fois saturés pour certains, parce que voilà, débordés aussi, un peu comme tout le monde. Mais comment on fait en fait? Il y avait quelqu'un, j'avais vu passer, ça me fait penser dans une traduction très concrète qui demandait comment on adapte du matériel de puériculture, etc. Donc c'est aussi quelque chose comme ça, c'est entre la réelle adaptation structurelle, organisationnelle de compétences et concrètement jusqu'aux objets, quoi. Oui. Et du coup, il y a. On poursuit sur ce que disait Karine à l'instant. Et j'ai moi-même travaillé, quelques années, 2 décennies quasi, dans le monde du médico-social, en institution, 25 ans exactement. Et pour rejoindre ce que dit Karine, je pense que la question de la c'est dur à dire, désinstitutionnalisation, je le fais avec des. Eh bien, on ne nous l'a pas apprise telle quelle, c'est-à-dire hors les murs. C'est pas forcément la structure qui est hors les murs, c'est la manière d'accompagner vers l'inclusion, c'est-à-dire avec d'autres structures de droit commun. Et c'est là où c'est hyper important la réflexion. Parce que oui, il y a des bonnes volontés,
Mais il y a aussi voilà, beaucoup de choses à revoir. Oui, et puis il y a aussi, je trouve que avant on avait les formations d'éducateurs, mais les éducateurs se faisaient avec l'éducateur et la personne handicapée, qu'ils soient petits, ados ou adultes. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose de nouveau, on arrive à des formations qui sont la personne handicapée, le parent et l'éducateur. Il y a un vrai trio qui se met en place. Et en même temps, on arrive sur l'autodétermination à fond, et là, on commence à mettre le parent de côté. Alors qu'avant, c'était... et alors là, on se retrouve... moi, c'est quelque chose qui est pas simple à gérer pour l'accompagnement de nos familles qui ont des adultes, parce que en fait, on est parent toute la vie d'un enfant valide, et pourquoi on ne serait pas non plus parent toute la vie d'un enfant porteur de handicap? Donc c'est un autre sujet, je pense qu'il pourra, mais c'est ça aussi, c'est le côté de la formation qui est important. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on a entendu, il y a eu beaucoup de choses autour de la mise en réseau, du partage, de la communication, du fait de faire collectif. Et non plus de ma paroisse, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de ça aussi. C'est peut-être comment on fait, parce qu'il y a un changement culturel qui est nécessaire et du coup qui doit se décliner après dans les structures et jusque dans les choses matérielles. Donc, mais on peut aussi, donc tout ça doit s'articuler, se penser, mais il y a aussi du coup la possibilité de commencer peut-être petit, se mettre en réseau avec différentes strates, d'autres professionnels dans d'autres secteurs, d'autres parties prenantes. Et donc peut-être c'est l'invitation qu'on pourrait partager en conclusion, C'est ta conclusion sur le gong, n'est-ce pas? Et il y a une dernière question dans le chat, je me permets de la poser, je pense que c'est pour vous, monsieur, qui êtes intervenu tout à l'heure. Question pour le papa professionnel, est-ce que d'avoir eu un enfant en situation de handicap a changé votre manière d'accompagner les personnes? Vous êtes d'accord de répondre? Oui, ça m'a rendu un peu plus humble. Un peu plus humble. Ça m'a rappelé mon métier de jeune éducateur à l'époque. Il n'y a rien de tel que le vécu pour se mettre un peu à la place. Oui. Même si en théorie on se met à la place, mais... Donc la réponse c'était que ça a rendu la personne plus humble. Voilà, c'est de l'auto-gestion. Oui, c'est aussi une très belle conclusion. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Merci. Christopher, et puis j'imagine que Eliana allait coucher ou presque. Voilà. Merci.